Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. Bonjour et bienvenue à l'écoute des Dialogues Paris-Prague sur Radio Prague International. Nous avons préparé ce podcast à l'occasion des présidences françaises et tchèques du Conseil de l'Union européenne. Tout au long de l'année 2022, nous vous avons présenté une quarantaine de personnalités qui participent au dialogue culturel entre la République tchèque et la France. Et pour clore comme il se doit cette année de podcast, nous avons voulu inviter dans un même studio un couple franco-tchèque qui incarne précisément et parfaitement ce dialogue entre Tchéquie et France. L'historienne de l'art Anna Pravdová et le cinéaste, poète et essayiste Bertrand Schmitt, qui sont les invités de ce dernier épisode de notre podcast, viennent donc compléter aujourd'hui ce podium. Anna et Bertrand, bonjour. 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 Anna, vous êtes conservatrice de la collection d'art moderne à la Galerie nationale de Prague, où vous êtes également responsable de la collection d'art français. Vos parents étaient professeurs de français. Ils sont d'ailleurs auteurs de plusieurs manuels de français très appréciés des Tchèques. Alors j'imagine que l'apprentissage du français, ça a été quelque chose de plus ou moins obligatoire pour vous quand vous étiez petite. Comment la France et la culture française étaient-elles présentes dans la vie de votre famille ? Alors, surtout à travers la radio, parce que mon père aimait beaucoup écouter RFI et donc on se réveillait tous les matins avec RFI. Et ensuite, de temps en temps, des amis de mes parents qui passaient à la maison, qui ont réussi à franchir la frontière. Souvent, c'était des amis qui continuaient en Pologne et qui amenaient de la nourriture en Pologne et qui faisaient toujours une étape chez nous. Quand c'était possible, on avait des amis français à la maison, puis la radio, et puis longtemps c'était tout, jusqu'à ce que je puisse aller pour la première fois en France, quand mes parents m'ont mis dans le train, toute seule, ici. Ah, vous aviez quel âge ? Ça devait être, dès que c'était possible, en 89. Et une amie de mes parents m'attendait à Paris, à la gare, et j'ai passé 15 jours chez elle. Vous, Bertrand, vous avez étudié la littérature et le cinéma à l'université de la Sorbonne à Paris. Dès le début des années 90, un peu après la révolution de velours, vous avez pris contact avec les membres du groupe surréaliste tchèque et slovaque. D'où vient chez vous cet intérêt pour l'art tchèque et pour l'art surréaliste en particulier ? Alors pour l'art tchèque, c'est venu plus tard, parce que pour tout vous dire la vérité, quand j'ai pris contact avec les surréalistes tchèques, je ne connaissais pas grand-chose de la Tchécoslovaquie et de l'art tchèque. C'est le surréalisme qui m'a amené vers la Tchécoslovaquie. Donc, en fin 1990, début 1991, je rentre dans le groupe surréaliste parisien, français, et les surréalistes tchèques, pas comme ça s'est passé pour Anna, ont pu venir en France après la chute du régime communiste. Ils ont pu venir en France et en 1990, il y a eu une exposition qui a été organisée à Paris pour la reprise d'une revue qui s'appelle Analogon, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc il y avait une exposition des surréalistes tchèques organisée par les surréalistes français. Et donc c'est à cette occasion-là que moi j'ai pris des contacts et j'ai rencontré en tant que surréaliste français les surréalistes tchèques. Et c'est des contacts qui ont duré pendant des années, au départ par correspondance, notamment pour écrire dans la revue Analogon à Prague. Et ensuite, j'ai rencontré les surréalistes tchèques et voilà, j'ai pris contact avec eux. J'ai fait partie de la revue Analogon. Je suis devenu membre du comité de rédaction de la revue Analogon. Et voilà, quoi. Donc c'est par le surréalisme que le contact s'est fait au départ. Et puis simplement pour de remettre un petit peu ça en contexte, j'aimerais simplement rappeler que les groupes surréalistes tchèques et français, alors qui ont une histoire commune ancienne, on se rappelle qu'en 1935, Breton et Paul Éluard sont venus à Prague, pendant la période communiste, ont continué, malgré tout, à avoir des contacts, et de façon clandestine. Et donc, dans les années 70, notamment, après la normalisation, il y avait donc un groupe surréaliste à Prague et un groupe surréaliste à Paris qui continuaient, et qui, de façon clandestine, continuaient à
Les Français venaient de temps en temps à Prague quand c'était possible, comme les amis des parents d'Anna. Les Tchèques faisaient envoyer des textes clandestinement en France pour être publiés, et donc les contacts se sont toujours maintenus dans ces années-là. Et dans quel contexte s'est donc passée votre première visite en République tchèque? C'était dans le cadre d'un tournage, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que je travaillais à la télévision française à l'époque comme assistant réalisateur et comme scénariste, et j'avais depuis un moment envie, parce que j'avais découvert les films de Jan Švankmajer et son travail plastique également, de faire un documentaire sur Jan Švankmajer et sur Eva Švankmajerová. Et j'avais donc écrit à Jan et à Eva pour leur dire que j'avais envie de faire ce projet. France 2 était d'accord, donc faire un documentaire. Et un jour, j'ai eu une lettre de Jan Švankmajer qui me demandait « Venez à Prague, je prépare un nouveau film, je termine un film, je prépare un nouveau film, et ça serait l'occasion de faire le documentaire. » Donc le film qu'il avait terminé, c'était Spiklensis Lasti, Les conspirateurs du plaisir, et le film qu'il préparait, c'était Otesanek. Et donc voilà, je suis venu à Prague pour le rencontrer, préparer le film et voir avec lui pour le scénario. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Anna d'ailleurs, parce que en France, je ne parlais pas un mot de tchèque à l'époque, et une amie du groupe surréaliste de Prague, Alena Nadvarníková, qui est peintre, qui est historienne de l'art, m'avait dit: j'ai une étudiante en France qui pourrait servir d'interprète. Donc cette étudiante m'a servi d'interprète pour la préparation du film, et au dernier moment, elle m'a dit: je ne peux pas venir à Prague, mais j'ai rencontré dans le métro une autre Tchèque qui fait ses études à l'université à Paris, et peut-être qu'elle accepterait. Voilà. Donc cette autre Tchèque, c'était Anna, et Anna est donc venue à Prague avec moi et puis le Michel Leclerc, avec qui on a fait le film. On était donc deux réalisateurs. Elle nous a accompagnés, elle a été notre interprète, et puis à la fin du séjour, Jan Švankmajer nous a dit: Anna, Bertrand, vous avez l'air de bien travailler ensemble, j'ai mon nouveau film Otesanek qui doit être traduit en français, est-ce que vous pourriez faire la traduction du film en français? Et donc voilà, on a fait la traduction du film en français, et puis depuis on a pris l'habitude de travailler ensemble. Anna, vous avez d'abord étudié les langues, le français et l'espagnol, à l'université Charles, et ensuite donc l'histoire de l'art à l'université d'Aix-en-Provence, où d'ailleurs votre père avait enseigné le tchèque à la charnière des années 60-70, c'est ça? Oui, c'est une belle histoire, parce que mon père a dû rentrer à cause des événements 69 à Prague, sauf s'il voulait rester définitivement en France. Et donc il a dû interrompre son contrat avec l'université d'Aix-en-Provence. Et après la chute du régime communiste, l'université l'avait recontacté, lui a reproposé de renouveler son contrat. Donc il a pu refaire encore quelques années en tant que lecteur de tchèque à Aix-en-Provence. Et j'ai pu partir avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes études d'histoire de l'art à Aix-en-Provence, que j'ai ensuite continué à Paris. Et vous avez consacré déjà votre thèse aux artistes tchèques en France dans les années 20 et 30 notamment. Ce sujet, vous continuez à le développer au cours de votre carrière en organisant des expositions, rédigeant des livres sur des artistes bien connus comme František Kupka, tout récemment Toyen, Josef Šíma, mais aussi sur des artistes moins connus comme Jiří Kars, Alain Diviš, Edita Hiršová. Vous vous intéressez aussi aux artistes qui ont vécu en France même après la Deuxième Guerre mondiale, comme Otakar Kubin ou Jan Křížek. Je rappelle que vous avez aussi organisé en 2019 une exposition consacrée aux artistes tchèques en Bretagne. Est-ce que cette présence d'artistes tchèques en France est un sujet qui vous passionne toujours autant? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, des destins peu connus à découvrir au public tchèque et français? Oui, ça me passionne toujours autant, même si j'avais envie, à un moment donné, c'est juste une petite parenthèse, de changer un peu. Donc j'ai consacré une année à m'intéresser aux artistes tchèques aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai pu passer une année avec la bourse Fulbright à Art Institute à Chicago et puis à New York, parce que en effet j'avais à un moment donné eu envie de changer un peu. Mais sinon c'est un sujet qui
me passionne bien sûr, c'est un sujet de ma vie. Même si j'ai fait déjà pas mal le tour, comme vous avez dit, j'avais fait déjà plusieurs publications. Il me reste justement un livre plus détaillé sur ces artistes qui ont été le plus appréciés à l'époque, comme Georges Kars, Othon Koubine et Eberl, mais qui depuis ont été pas mal oubliés. Donc en ce moment, je prépare une publication sur ces 3 artistes qui ont été le plus, assimilés à ce qu'on est pour l'école de Paris. Et après, j'aimerais bien encore me consacrer un peu plus à Edita Hiršová, parce que pour l'instant, je me suis intéressée à sa période pendant la Seconde Guerre mondiale en France, dans le cadre d'une publication consacrée justement aux artistes tchèques en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis, j'ai pu découvrir de nouvelles choses, donc j'aimerais faire une monographie qui lui serait consacrée, parce que son travail est très intéressant. Et après, il y aura certainement toujours des choses à découvrir, mais peut-être plus maintenant sous forme d'articles plus que de livres. Et Edita Hiršová, pourriez-vous la présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, Edita Hiršová était une dessinatrice de mode elle était de la famille des Brumel, ceux qui ont construit les Pragois connaissent Brumlovka. Et elle avait été très talentueuse. Elle faisait des dessins de mode et des dessins de presse. Elle est partie dans la seconde moitié des années 30 à Paris, où elle avait une exposition de ses peintures. Elle a fait beaucoup de portraits ou des scènes de cirque, de bar, de café. Son exposition à Paris était préfacée par André Varno, c'est le critique d'art qui est l'auteur de cette appellation l'école de Paris. Et là-bas, elle s'est rapprochée du groupe surréaliste parisien juste avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait partie du groupe La Main à Plume, qui était le groupe surréaliste clandestin pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a participé aux revues de ce groupe, aux petites expositions, des jeux collectifs. Et puis malheureusement, il y a eu cette tristement célèbre la rafle du Veldiv, où beaucoup de juifs ont été arrêtés à Paris. Et Tita, qui portait l'étoile juive parce qu'elle pensait que ça allait la protéger, était arrêtée, a été déportée à Drancy et puis à Auschwitz, où elle a tout de suite été mise dans des chambres à gaz. Donc il reste très peu de ses travaux, il reste des documents d'archives, des photographies de ses œuvres, mais des originaux, il en reste très peu, beaucoup de choses ont été détruites. Mais il me reste encore à trouver des choses. Il y en a sans doute encore dans des familles, en France et ici, et je dois encore faire une recherche là-dessus. Si je peux juste intervenir par rapport à la question de est-ce qu'un sujet qui est bien connu peut encore être intéressant à travailler, justement, c'est-à-dire que dernièrement, il y a des toiles d'Edita Hiršová qui n'étaient pas connues, qui sont apparues lors de vente, donc il y a encore des travaux qui ne sont pas connus. C'est également la même chose avec un autre artiste sur lequel Anna et moi avons travaillé, qui s'appelle Jan Křížek, où récemment encore des œuvres sont apparues. Donc on se rend compte que même quand on croit, même quand un artiste a déjà été beaucoup étudié, il y a toujours des choses qui ne sont pas connues qui apparaissent. C'est une première chose. Et une deuxième chose, et c'est notamment le cas quand il y a eu le travail sur des artistes plus connus, que ce soit Kupka, Shima ou Toyen, même quand les artistes sont bien connus, bien documentés, il y a des interprétations qui parfois changent, parce qu'il y a des éléments de contexte qui viennent rajouter des informations, et certaines interprétations qui n'étaient pas forcément correctes doivent être corrigées, des choses doivent être complétées, donc il y a toujours les outils qu'on a, même les outils intellectuels pour comprendre l'œuvre d'un artiste évoluent, donc il y a toujours des choses à découvrir. Et vous, Bertrand, vous vous intéressez en ce moment en particulier à l'œuvre de Jindřich Heisler. Vous tournez un film sur lui. C'est un artiste surréaliste très proche de Toyen. Il est parti avec cet artiste après la Deuxième Guerre mondiale à Paris, où il est mort peu après, très jeune, au début des années 50. Pourquoi vous vous intéressez à lui ? C'est un artiste, Jindřich Heisler est quelqu'un qui est peu connu, dont on a tendance, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore forcément découvert tout ce qui était important ou développé les choses importantes par rapport à Jindřich Heisler. Moi, c'est quelqu'un qui m'intéresse pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un inventeur incroyable. C'est quelqu'un qui a inventé, au départ, c'est un poète, et c'est un poète qui, parce qu'il part en France, pour des raisons, politique historique, il part en France en 47, en 48 il y a le coup de Prague, il peut pas rentrer, il est bloqué, et c'est un poète
qui se trouve dans un pays dont il parle un tout petit peu la langue, mais qui ne maîtrise pas. Et donc il va falloir qu'il invente de nouvelles façons de s'exprimer en dehors de la langue parlée. Et donc il va inventer une poésie visuelle, il va inventer une poésie d'objets, une poésie de photographie, chose qu'il avait déjà commencé à faire pendant la guerre, où il était effectivement caché chez Toyen, parce que juif lui aussi d'ailleurs, pendant toute la durée de la guerre. Donc c'est quelqu'un qui a une œuvre assez atypique, et dès que j'ai rencontré cette œuvre, je l'ai rencontré tôt, je l'ai rencontré dans les années 80, dans des publications françaises où il y avait sur le surréalisme. Tout de suite, c'est une œuvre qui m'a interpellé, qui m'a intéressé. Et le fait de savoir qu'il y avait peu de choses sur Eisler, parce qu'il est mort jeune, et puis qu'il a une vie en grande partie empêchée parce qu'il était obligé de se cacher pendant la guerre, m'a donné envie de travailler sur lui. Donc, lors de l'exposition Toyen, bien entendu, la personne de Eisler est apparue énormément. Donc, dans le catalogue de l'exposition qu'Anna a co-réalisé avec Annie Lebrun et Annabelle Gergen-Lamers, il y a eu donc des textes, des informations qui sont sorties sur Eisler, mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore énormément de choses qui étaient à découvrir. Et il se trouve qu'en France, après la mort d'André Breton, sa fille, Aubéloët, a décidé, avec l'argent de la vente de la collection de son père, de créer une collection sur des artistes, poètes, peintres, créateurs qui avaient connu son père. Et dans le cadre de cette collection, Anna et moi avions été interrogés sur Toyen et j'ai proposé au Breton de faire un film sur Eisler. Et elle m'a répondu « Ah oui, c'est très très important, Eisler, c'est vraiment, c'est presque mon oncle, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi quand j'étais enfant. » Donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément marqué les personnes qui l'ont connu. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un documentaire voilà, qui est en cours de réalisation et j'espère qu'il va se terminer pour l'année prochaine. Vous le tournez en République tchèque et en France ? Je le tourne en République tchèque et en France. Donc actuellement, il y a presque plus malheureusement de témoins qui ont connu Eisler. Il y en avait encore il y a quelques années, mais c'est une génération qui est assez âgée. Donc j'ai tourné des entretiens déjà et je serai amené encore à tourner ici et en France, oui. Et pour revenir aux artistes mondialement connus tels que František Kupka ou Toyen, auxquels la Galerie nationale a consacré des expositions ces dernières années. C'était de grands projets internationaux auxquels vous avez, Anna, participé. Et à cette occasion, vous avez parlé dans interviews du fait que les journalistes tchèques parlent souvent du prix des tableaux au lieu de parler d'œuvres elles-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose de significatif pour la République tchèque actuellement, pour le rapport des Tchèques à l'art plastique? Malheureusement, oui. J'ai dû dire ça à l'occasion de l'exposition Kupka parce que ça m'avait déjà surpris à quel point les journalistes qui venaient dans l'exposition cherchaient la toile la plus chère, etc. Et pour Toyen, ça s'est confirmé encore plus, malheureusement. Et pour Toyen, j'ai pu vraiment comparer les critiques, ce qu'on appelle recenze, les comptes rendus de l'exposition dans la presse tchèque et dans la presse française. Et malheureusement, la critique tchèque vraiment s'intéresse beaucoup plus au prix des œuvres qu'à l'intérêt même de l'œuvre elle-même, alors que les articles en France ont été vraiment des analyses très, très intéressantes pour moi de l'œuvre de Toyen, vue par un autre regard que ce qu'on a l'habitude de regarder. On voit vraiment que la critique d'art est d'un autre niveau en France, malheureusement, je dois le reconnaître objectivement. Mais espérons que les Tchèques, le public s'intéresse aussi à l'œuvre. Ah oui, par contre le public, j'ai eu des réactions très intéressantes de la part aussi du public tchèque, donc j'aimerais pas que ça ternit la réputation du public général, mais de la critique écrite ou des journalistes qui viennent avec leur caméra dans l'exposition, souvent vraiment ils demandent où sont les œuvres les plus chères, etc. Et pour moi c'était choquant à quel point c'était leur intérêt premier. Anna et Bertrand, vous consacrez donc tous les deux au lien entre les milieux artistiques tchèques et français. Et pour les artistes tchèques, Paris était depuis le 19e siècle une ville
rêver, une source d'inspiration. La France était pour de nombreux artistes tchèques une terre d'accueil. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il existe encore, de votre point de vue, un dialogue culturel entre Prague et Paris? Peut-être que je vais commencer moi. Je peux, oui, dire qu'il y a un dialogue culturel entre Prague et Paris qui continue. Alors culturel dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois au niveau plastique, au niveau littéraire, mais au niveau également des idées, des échanges des idées, au niveau de la musique. Et je dirais même également au niveau de l'interprétation ou de l'analyse de la société et du monde, donc des choses plus larges. Donc il y a bien entendu aujourd'hui encore une génération qui est venue en France, notamment après 68, et qui s'est installée en France, qui a créé en France, qui a écrit en France. Bien sûr, on peut penser à des gens comme Kundera, mais il y a également des plus jeunes qui sont venus après. Je sais que dans vos dialogues, vous avez reçu par exemple Vlasta Voskotsova, Miloš Sikora. Il y a tout un tas de gens qui continuent à créer en France et qui amènent avec eux une partie de leur histoire, qui essaient de maintenir des liens en étant en France avec la République tchèque. Il y a des revues. Je parlais de la revue Analogone qui publie régulièrement des traductions de textes d'auteurs français ou des textes français qui sont un peu moins connus. En échange, il y a également en France des revues qui font la même chose. Il y a la revue Al-Sheringa à laquelle je participe qui fait la même chose. Il y a une revue qui va paraître prochainement qui s'appelle la revue A, qui va avoir un numéro spécialement consacré à la République tchèque. Donc il y aura des articles sur différents aspects du pays, de la culture, de l'art, de la littérature. Donc oui, il y a un dialogue qui existe. Je dirais peut-être que, alors ça peut-être Anna va me corriger, mais j'ai peut-être l'impression que c'est plus fort du côté des Tchèques vers la France encore que du côté des Français vers la République tchèque. C'est-à-dire qu'il y a des expositions ici, il y a des visites de jeunes artistes ou d'artistes. Nous avons connu par exemple une amie photographe, Annelise Broyer, qui est une photographe reconnue, qui est venue faire une résidence ici à Prague et qui a fait un livre sur Prague avec son compagnon de l'époque, Nicolas Coman, photographe. Ils ont fait un livre donc de sentiments, de la façon dont ils ressentaient Prague, et à travers l'histoire des relations culturelles, puisque c'était à travers l'histoire du Grand Jeu et d'une visite de Roger Vaillant à l'époque du Grand Jeu à Prague dans les années 20. Donc il y a ce dialogue continue. Il est peut-être un peu minoritaire, et je pense que c'est à nous de veiller à ce qu'il continue et à ce qu'il ait la publicité qu'il mérite, mais il continue, oui. En tout cas, c'est mon avis. Anna? Oui, Bertrand a mentionné plusieurs projets qui continuent, mais en tout cas, ce n'est plus ce que c'était dans les années 20-30, c'est sûr, parce que c'était Paris en tant que ville qui attirait énormément d'artistes du monde entier, pas seulement des Tchèques qui venaient à Paris, et ça, ce n'est plus le cas. Maintenant, le centre pour les artistes contemporains serait plutôt à Berlin, à New York. Maintenant, c'est plutôt une histoire de personnes concrètes, de destin individuel, des artistes qui vivent à Paris, comme Bertrand en a mentionné quelques-uns, et j'ajouterais Filomena Borecka, que nous avons reçu tout récemment dans notre podcast. Et qui a aussi beaucoup œuvré pour les échanges entre les jeunes artistes entre Prague et Paris. Il y a eu ce poète Cédric Desmangeaux aussi, qui a beaucoup aidé à la traduction de poésie tchèque vers la France. Donc maintenant, c'est plus des individus passionnés qui continuent à ce que cette tradition d'échange culturel franco-tchèque continue. Les Tchèques ou même les Français remarquent souvent que peu de livres tchèques, à leur avis, sont traduits en français, qu'on trouve peu à part les auteurs bien connus comme Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Václav Havel. À la limite, il y a peu d'auteurs tchèques qui sont traduits en français. Vous avez cette impression aussi? Oui. Alors, je pense qu'il faut relativiser la littérature tchèque contemporaine et n'est aujourd'hui qu'une littérature parmi d'autres. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a tellement de publications d'auteurs de différents pays qu'effectivement, ça noyé, je dirais en France en tout cas, c'est noyé dans d'autres pays, et la production littéraire française elle-même est immense, énorme. Donc il y a une sorte de surreprésentation de certains auteurs, et malheureusement certains pays ou certains auteurs sont sous-représentés. Après, je pense que c'est aussi pareil, il y a encore des histoires individuelles, des liens individuels. Tu as cité Cédric Desmangeaux. Cédric Desmangeaux avait créé une collection dans
des maisons d'édition pour justement traduire des auteurs contemporains. Je pense que par exemple il avait traduit un poète Bohdan Chlibec en français. Il y avait eu donc Zabrada qui avait été choisi également, qui a été traduit. Il y a donc encore des passeurs. C'est une histoire de passeurs. Anna Pravdova, Bertrand Schmitt, avez-vous encore des projets pour 2023 dont vous aimeriez parler à nos auditeurs? Moi j'ai des projets pour 2024. Ah, déjà. Parce que des expositions, ça se prépare plusieurs années. Donc je viens de terminer Toyen. Et il y aura une exposition sur le surréalisme tchèque en Estonie, à Tartu. La ville, le centre culturel estonien, c'est pas la capitale, mais c'est un peu la capitale culturelle, qui a été nommée ou choisie pour être la capitale culturelle de l'Europe en 2024. Et c'est eux qui sont venus nous voir à la Galerie nationale et moi personnellement me demandais de faire une exposition du surréalisme tchèque dans le cadre de cette célébration de la capitale culturelle européenne 2024. Donc je prépare cette exposition pour la Galerie d'art de Tartu. Rappelons que 2024 est le centenaire d'ailleurs de la création officielle du surréalisme, puisque ce sont les 100 ans de publication du manifeste du surréalisme par André Breton. Et moi, les projets que j'ai, j'en ai un. On en a un actuellement, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a actuellement une exposition qui a commencé il y a quelques mois et qui va encore durer un petit peu jusqu'au début 2023, qui est au musée d'art contemporain, moderne et contemporain de Strasbourg, une exposition qui s'appelle Surréalice, donc jeu de mots entre surréalisme et le Alice de Lewis Carroll, et qui est donc une exposition sur les liens entre les surréalistes et Lewis Carroll, et plus particulièrement le personnage d'Alice. Et dans ce cadre, nous avons écrit un texte avec Anna dans le catalogue sur les interprétations du Alice par Toyen, parce qu'il y a énormément de personnages qui sont liés un petit peu à l'imaginaire carolien dans l'œuvre de Toyen, bien entendu. Et je dois aller dans quelques jours à Strasbourg présenter donc le documentaire sur Jan et Eva Schwankmajer, les chimères des Schwankmajer, puisque dedans, bien entendu, il y a aussi, dans l'univers de Jan Schwankmajer, énormément de choses qui sont liées à Alice. On se rappelle le film Nieco Zalenki de 1987, par exemple, et de faire une conférence sur les liens entre les surréalistes tchèques et Lewis Carroll et Alice. Et un peu plus tard, et ça c'est quelque chose d'un peu plus, je dirais un petit peu plus inattendu, un ami commun d'ailleurs, qui est producteur de musique, qui a une maison d'édition de disques, Thierry Baron, a eu un projet ayant vu l'œuvre d'une artiste tchèque, peintre, qui fait partie du groupe surréaliste, Katarzyna Piniosova, et ayant vu également le travail d'un surréaliste qui fait partie du groupe surréaliste français, Guy Girard, a eu l'idée de demander à ces deux artistes, qui se connaissent d'ailleurs, qui ont déjà exposé ensemble, de faire la pochette du disque d'un groupe qui va produire prochainement. Et le Centre tchèque à Paris a décidé de faire un événement autour de la sortie de ce disque en organisant une exposition de Katarzyna Piniosova et de Guy Girard, et en faisant un spectacle musical. Le groupe qui fait ce disque va créer une musique spécialement sur les peintures de Katarzyna Piniosova et de Guy Girard. Et il y aura donc une présentation au Centre tchèque à Paris, et je dois également y faire une conférence pour présenter les liens entre les groupes surréalistes de Paris et le groupe surréaliste de Prague. Ça sera en avril, mi-avril, le 22 avril au Centre tchèque à Paris. Merci Anna Pravdova et Bertrand Schmitt d'avoir participé au podcast Dialogue Paris-Prague. Je vous souhaite, ainsi qu'à nos auditeurs, une très bonne année 2023. À très bientôt sur Radio Prague International. Merci, au revoir. Na slyšenou.